Dans cette vidéo, on va voir les arbres de décision. Les arbres de décision qui sont un exemple d'une combinaison de plusieurs classifieurs qui sont faibles. Souvent, quand on parle d'arbres de décision, on va même parler de classifieurs de type stump, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, en quoi consistent les arbres de décision? Donc, prenons par exemple un petit exemple ici schématique avec des étoiles et des ronds qui ne peuvent pas être séparés correctement à l'aide d'un classifieur juste linéaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une série de classifieurs faibles, qui sont des classifieurs stump, donc qui sont alignés avec ou plutôt sont perpendiculaires à un axe ici. Donc, par exemple, je vous rappelle, un stump, c'est quoi? C'est une fonction qui simplement va regarder le contenu d'une dimension et va comparer cette dimension-là à un certain seuil. Donc, par exemple, on pourrait demander à un algorithme d'entraînement d'entraîner une fonction comme ça ici, c'est-à-dire de trouver le seuil suivant un certain axe, mettons x1, tel que l'erreur de classification sera la plus faible possible. Donc, on voit ici que l'erreur de classification, c'est il y a 4 données mal classées divisées par le nombre total de données. Donc, on pourrait imaginer que le seuil qu'on a choisi ici, qui serait -2, était le seuil optimal. Donc, on voit que devant ici la surface, il n'y a que des étoiles. Donc, c'est-à-dire que si je prends une donnée, étant donné mon ensemble d'entraînement, si je vois une donnée dont la première dimension, le contenu de x, je vous rappelle que x, le vecteur x ici, c'est x1, x2. Donc, si j'arrive avec une donnée et que le contenu de la première dimension x1 est inférieur à -2, je peux automatiquement conclure que c'est une étoile. C'est ce que j'ai fait ici. Par contre, si je regarde de l'autre côté, ben là, c'est pas clair parce qu'il y a, OK, il y a beaucoup de ronds, mais il y a quand même 4 étoiles. Donc, je pourrais éventuellement me tromper si j'en concluais que c'était juste une étoile. C'était juste un rond. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une autre fonction stump, c'est-à-dire que on va prendre un autre axe. Donc, c'est sûr qu'on ne prendra pas le même axe, on va en prendre un autre. Et puis, on va essayer de classifier encore là, trouver un seuil le long de l'axe x2, tel que les données sont les mieux classées possibles. Donc, par exemple, ça pourrait être le seuil à x2 égale à 3, ici. Alors, si on regarde, si x2 est inférieur à 3 ici, ben, on peut en conclure que c'est presque exclusivement des ronds. Alors, décision, c'est un rond. Et si c'est de l'autre côté, ben là, c'est difficile à déterminer parce qu'on a 4 étoiles, 3 ronds. On a quasiment une chance sur 2 d'être dans une classe ou dans l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter un troisième classifieur qui va déterminer, qui va séparer une fois pour toutes les étoiles des ronds. Donc, ici, par exemple, ça serait x égale à, x1 égale à 6. Donc, on est, si la donnée x1 est supérieure à 6, c'est un rond. Sinon, c'est une étoile. Alors, ça ici, c'est ce qu'on appelle un arbre. Et le fait de partir de la racine de l'arbre et de créer, comme ça ici, des feuilles et puis des nœuds intermédiaires, on appelle ça faire croître un arbre. Donc, au final, on a ça ici, on a la racine, on a des nœuds, et puis des feuilles. Donc les feuilles, c'est des étiquettes de classe. Je fais de la classification. Donc ce sont des étiquettes de classe. Et quand je suis parti de la racine, j'ai augmenté le nombre de nœuds jusqu'à obtenir une erreur de classification sur les données d'entraînement qui soit la plus faible possible. Donc on a fait croître notre arbre. Le problème avec les arbres de décision, c'est c'est très facile pour eux de surapprendre. C'est-à-dire que je peux toujours arriver, me créer un nœud, me dire est-ce que les données sont 100% bien classées devant ou derrière, le seuil que je me suis fixé. Si les données sont 100% classées, ben je crée une feuille. Sinon, je crée un nouveau nœud. Et ça, je peux faire ça aussi souvent de fois que je veux. Le problème, c'est que ça va amener à du surapprentissage. Donc, par exemple, reprenons la même base de données que j'ai utilisée précédemment, mais avec deux données en plus, deux données aberrantes en plus. Donc, le rond qui est ici et puis l'étoile qui est en bas à droite. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Ben, notre arbre va avoir appris d'une certaine façon à retrouver
une frontière qui est hautement non linéaire, mais probablement trop ajustée aux caractéristiques des données d'entraînement, et donc qui va vite souffrir de surapprentissage et va mal généraliser sur des données de test. Donc la question, c'est de se dire, ben, ça serait peut-être bien dans certains cas d'accepter des erreurs de classification. Donc, accepter des erreurs de classification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrive à un seuil et que j'ai une dimension xi que je compare à un certain seuil, ben, si ça se trouve, d'un côté, je n'ai pas que des étoiles, mais je vais quand même dire que c'est des étoiles. Et de l'autre côté, je n'ai pas que des ronds, mais éventuellement, je pourrais dire, ben, je vais quand même prendre un rond, même si je n'ai pas que des ronds, parce que j'accepte d'avoir un certain niveau d'erreur d'entraînement. Donc, comment ça s'est fait? C'est fait à l'aide d'un critère qui s'appelle le critère d'impureté. Si le critère d'impureté est élevé, alors on subdivise. Puis si le critère d'impureté est faible, on subdivise pas, puis on arrête la subdivision. Donc, c'est quoi les critères d'impureté? Donc, toutes les bibliothèques qui utilisent les arbres de décision viennent avec des notions des critères d'impureté. Les plus utilisés sont l'entropie et l'indice de Gini. Donc, je pourrais peut-être y aller avec l'indice de Gini pour vous donner un exemple. Je pourrais faire la même chose avec l'entropie, mais c'est peut-être un petit peu plus facile à comprendre pour l'indice de Gini. Donc, imaginez qu'on a une situation comme celle-ci, donc on a des étoiles et des ronds ici, et des étoiles comme c'est ici. Et là, on a ici le résultat d'un stump. Donc ça, c'est obtenu comment? J'ai pris x1, par exemple, supérieur à un certain seuil. Donc, si je suis supérieur à un seuil, je suis là. Si je suis inférieur à un seuil, ça me donne ça ici. Donc, supérieur, c'est de ce côté-là. Donc, si je suis inférieur au seuil, qu'est-ce qui arrive? Ben, je tombe ici à gauche. Normalement, j'ai pas besoin de subdiviser parce que j'ai juste des données issues d'une même classe. Puis de l'autre côté, ben j'ai la moitié c'est des ronds, la moitié des étoiles. Donc on pourrait dire qu'ici la pureté est très élevée et de l'autre côté de la pureté est très faible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ici en termes d'indice de Gini? On peut dire que si je considère uniquement les données qui sont ici, qui sont derrière, uniquement ces données-là ici derrière, j'ai quatre étoiles, donc la probabilité d'observer une étoile, ben, c'est égal à 100%, puis la probabilité d'observer un rond, c'est égal à 0%, parce que parmi cette population-là, j'ai que des étoiles, pas de ronds. Tandis que ici, la probabilité d'observer une étoile, c'est égal à 1,5, et la probabilité d'observer un rond, c'est aussi égal à 1,5. Donc l'indice de Gini me dit quoi? Me dit que l'indice pour derrière, c'est égal à 1 moins 1 au carré plus 0 au carré. C'est donc égal à 1 moins 1, c'est égal à 0. Et I devant, c'est égal à 1 moins 1 demi au carré. Au demi au carré, ça fait un quart. Moins 1 demi au carré, ça fait un quart aussi. Donc 1 demi moins 1 demi, c'est égal à 1 demi. Donc on voit ici que l'indice de Gini est très élevé de ce côté, du côté devant et très faible du côté derrière. Donc, je peux en conclure que derrière, je m'arrête ici et devant, je continue. Il faudrait que je me crée un autre nœud dans mon arbre. Ceci dit, j'aurais pu avoir une configuration comme celle-ci, par exemple, plusieurs étoiles mais quelques ronds, auquel cas ça m'aurait donné probablement derrière quelque chose un petit peu plus réaliste. Donc, par exemple, 0,9 au carré, 0,1 au carré.
Et ça m'aurait peut-être pas donné 0, mais ça aurait donné, j'ai pas fait le calcul, mais ça aurait donné une valeur qui est quand même relativement faible. Et si ça se trouve, c'est suffisamment faible pour malgré tout décider d'arrêter de subdiviser et d'en conclure que de ce côté-ci, ce ne sont que des étoiles et que j'ai pas besoin de continuer à subdiviser. Donc, encore une fois, scikit-learn possède des fonctions permettant de manipuler des arbres de décision. Donc, voici un tout petit exemple de code où on a pris le critère de Gini. On a pris une profondeur maximum de 10. Donc, encore là, notre arbre peut pas avoir 10 peut pas avoir plus que 10 niveaux de subdivision. Et le seuil au niveau de l'impureté est de 0.001. Ça, c'est le seuil pour déterminer si on subdivise ou on subdivise pas. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient différents résultats avec différents... ça, c'est différents résultats que j'ai obtenus en utilisant différents seuils sur le critère de Gini. Et là, on voit que on surapprend ici probablement un peu, et ici, on a un résultat qui est probablement assez intéressant ici, ainsi que là. On peut aussi, avec scikit-learn, demander de générer l'arbre de décision. Et en voyant l'arbre de décision, on peut voir le processus par lequel l'arbre va prendre une décision. Et encore là, si on a pris un stump decision function, ben là, ça devient assez simple de comprendre que c'est tel nœud, c'est telle dimension qui a été regardée, et tel autre nœud, c'est telle autre dimension qui a été regardée, et le reste est le reste. Donc, ça devient plus facile, ça devient un système qui est plus facile à interpréter que, par exemple, un réseau de neurones multicouches.